Avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la direction générale du Trésor, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie les nouvelles leçons d'histoire économique chez Odile Jacob, pour la dernière fois ce soir au Théâtre de Poche à Paris, 21h. 21h. Alors j'ai une auditrice ou auditeur qui me dit, quand est-ce que vous allez en province? On va voir. Je vais en parler à Stéphanie Tesson, la responsable du Théâtre de Poche. Et un autre auditeur qui dit, vivement les Zéniths. Ah oui. C'est plus grand que le Théâtre de Poche. C'est plus grand que le Théâtre de Poche. Il n'y a même plus de strapontin pour ce soir. On peut toujours aller voir sur Internet si des places se libèrent. Oui, dans l'après-midi, quelquefois, il y a des gens qui renoncent. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Je le disais, Jean-Marc, on peut peut-être baisser la... Voilà. La tonalité des prises de position des grands patrons à Aix-en-Provence, ils parlaient d'épadisation de l'économie. Enfin, ils sont tous assez pessimistes sur beaucoup de choses, mais surtout sur le fait que la dissolution nous a fait beaucoup de mal. Et c'est un sujet sur lequel vous vouliez réagir un an après la dissolution. Oui, parce qu'au moment de la dissolution, moi j'avais été frappé par le fait que tout le monde disait ça va pas, il faut pas faire ça, comme s'il y avait eu une majorité dans l'Assemblée précédente. Il y avait déjà un gouvernement qui était en situation d'être un gouvernement minoritaire. Et donc, je pensais qu'effectivement, le président de la République, constatant le refus de la classe politique de gérer les problèmes, c'est d'ailleurs, on en parlait avec l'Italie et tout ça, c'est plus ou moins ce que Berlusconi était allé dire à Napolitano. Il lui avait dit, écoutez, on est arrivé à une situation où la classe politique telle qu'elle est constituée ne voudra pas prendre les décisions qui permettront effectivement au pays de se redresser. D'où Mario Monti, d'où ensuite une autre phase avec Mario Draghi. Mais donc je pensais que le président de la République avait dans la tête le Mario Monti français. Bon, il n'a pas choisi ça, il a choisi... D'abord, ça a duré très longuement, il y a eu l'espèce de pantalonnade autour du candidat du nouveau Front populaire, de la candidate du nouveau Front populaire, et ensuite il a choisi des hommes politiques assez âgés, et qui évoquaient davantage par leur action le souvenir de Cueil que le souvenir de Mario Monti. De Henri Cueil que de Mario Monti. Est-ce que c'est grave? Je suis très surpris que nos chefs d'entreprise disent mais ça va pas parce que il nous manque un gouvernement. Je n'ai pas trop entendu ça, mais... Enfin, ils disent ça va pas, la dissolution est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, François Bayrou est devenu le symbole, l'archétype de l'immobilisme. Et donc, et concrètement, il y a une très belle formule de Sarah Knafo que je cite parce que je trouve que la formule est très belle. Donc, je rends à César ce qui est à César. Elle dit on n'attendait rien de François Bayrou, il a quand même réussi à nous décevoir. Et donc, je trouve que c'est une assez belle formule. Bon. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, il y a une certaine forme d'immobilisme, mais est-ce que véritablement un pays a besoin d'accumuler en permanence une espèce d'agitation vibrillonaire de la classe politique pour faire voter des lois, prendre des décisions, revenir en arrière, remettre en cause, puis avancer de nouvelles mesures? Il y a toute une période où on nous a expliqué que la force de la Belgique, c'est de ne pas avoir eu de gouvernement pendant très longtemps, que la force des Pays-Bas, c'est d'avoir pas eu de gouvernement pendant très longtemps. Et donc, je pense que considérer de la part de chefs d'entreprise, et notamment de la part de gens qui sont impliqués dans l'activité économique du pays, de considérer que l'alpha et l'oméga de ce qu'ils doivent faire, de tout ce qu'ils doivent décider, passe par l'existence d'un gouvernement très actif et très intrusif, me paraît tout à fait paradoxal. Et donc, pour conclure, mon propos, c'est de dire Emmanuel Macron a bien fait de dissoudre. Il a eu tort. Il a bien fait. Il a eu tort. Rarement ça, mais bon. Il a eu tort de ne pas avoir Mario Monti. Il s'est rabattu vers Henri Cueil, ce qui n'est pas forcément glorieux, mais ce qui n'est pas catastrophique. Le véritable enjeu maintenant, c'est effectivement, est-ce que Henri Cueil va, à partir du moment où son ministre des Finances dit la situation est quand même alarmante, va prendre une décision qui sera juste simplement de faire les 40 milliards d'économies qu'il a annoncées. Il faut les trouver, il faut avoir un... Non, alors en réalité, d'ailleurs, pour conclure et pour donner la parole à mes partenaires... Non, mais je vais avancer après. Oui, les 40 milliards, c'est totalement de la communication. On comprend rien à comment on arrive à 40 milliards. Je rappelle quand même que son prédécesseur avait annoncé qu'il avait fait 60 milliards d'économies en faisant passer la dépense publique de 1640 milliards à 1700 milliards. Vous savez très bien que c'est... Oui, on va pas revenir sur l'histoire des évolutions de dépenses en tendanciel. On n'y comprend rien. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement d'avoir un message clair. Mais il y a un moment, il faut bien envoyer un chiffre, il faut bien envoyer quelque chose. Mais il y a un moment, c'est pour ça que l'année blanche sur laquelle on pourrait revenir, c'est le sujet. L'année blanche, au moins, c'est simple. C'est 1700 milliards, c'est 1700 milliards. Donc c'est zéro d'économie. L'année blanche.
Non, si, dans la façon de réfléchir de Jean-Marc Daniel, l'année blanche, c'est zéro. On passe de 1700 à 1700. On reste à 1700. Ça fait zéro d'économie. Oui, mais on a quand même un déficit alors, donc, qui se réduit parce que la recette augmente. Voilà, on a un déficit qui se réduit parce que les recettes augmentent. Oui. Donc du coup, on fait des économies. Non, on ne fait pas des économies. Voilà, Jean-Marc Daniel a compris. Non, on ne fait pas des économies, on baisse le déficit. A compris comment on peut baisser le déficit en ayant des dépenses constantes. Alors, on peut avoir des dépenses qui augmentent et réduire le déficit. L'année blanche, c'est une mesure. Donc, à un moment, je serais ravie de vous expliquer comment on calcule le tendanciel, mais ça pourrait prendre plus que le temps de l'émission. On essaiera aussi d'être plus transparent là-dessus et plus clair au moment du prochain budget. Mais à un moment, si vous dites l'année blanche, c'est pas d'économie, en fait, l'année blanche, c'est quelque chose qu'il faut inscrire dans le PLF et qu'il faut faire voter. C'est aussi pour ça qu'on dit 40 milliards, certes par rapport à un tendanciel, par rapport à des dépenses qui sinon augmentent spontanément parce qu'il y a de l'inflation et que dans la loi c'est écrit, tout est indexé. Donc il faut 40 milliards de mesures dans le PLF. Vous appelez ça économie ou pas, mais à un moment, il faut qu'il y ait le nombre de lignes qui somme à 40 milliards au total de mesures inscrites à faire voter. Et c'est là que, dites, il suffit de prendre une décision de faire les 40 milliards. Si ça dépendait que du Premier ministre, ce serait sans doute plus facile. À un moment, il faut quand même que le Parlement fasse passer. Mais et alors, justement, l'année blanche, on a quand même l'impression que c'est maintenant pas fait, mais quasi fait. Emmanuel Macron voit le Premier ministre aujourd'hui, avec certains ministres, j'ai pas la liste, mais enfin, on imagine les ministres les plus concernés. Est-ce que l'année blanche, pour vous, c'est déjà un bon début de solution pour essayer d'atteindre ces fameux 40 milliards ? Il s'agirait de geler le barème de l'impôt sur le revenu, de geler les prestations sociales et tout simplement de geler les retraites. Et l'Institut des politiques publiques a dit 5,7 milliards sur les 40 avec l'année blanche. Ça vous séduit ? Le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Il y a le gel du barème, il y a le gel des prestations sociales, il y a le gel des pensions de retraite. Sur les 5,7 milliards d'économies réalisées par cette mesure, 3 milliards viendraient du gel des pensions de retraite. Non mais sur l'année blanche, juste une chose, encore une fois, ça a le mérite d'être clair et d'avoir des effets. Et concernant le fait que c'est au départ c'est le Parlement qui vote, ça c'est une prérogative de toute forme démocratique assumée. Mais le gouvernement propose. Donc je pense qu'il proposerait 1700 milliards de dépenses. Tout le monde comprendrait effectivement le montant de ce qui peut être dépensé et l'effort qui va être réalisé au travers effectivement de la hausse automatique des impôts et des recettes. Mais ce qui est, je trouve, frappant dans l'année blanche, c'est que c'est une proposition du rapport de Michel Pembrault. Oui, on est en 2005. On est en 2005, il y a 20 ans. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'à l'époque, le Premier ministre, Dominique de Villepin, qui fait d'ailleurs un retour en ce moment en politique, en tant que Premier ministre, dit « c'est désormais ma feuille de route ». Le budget que nous allons présenter pour 2007, donc on est fin 2005, donc le budget que présentera le gouvernement à l'automne 2006, sera calé sur les propositions du rapport de Michel Pembrault, et donc sur une année blanche. Or, à l'heure actuelle, nous avons d'abord le même parti que celui de M. de Villepin à l'époque, c'est-à-dire les Républicains qui, au travers de Laurent Wauquiez, disent non, surtout pas ça, c'est pas une année blanche. Il a parlé d'année rouge fiscale. C'est pour faire un bon mot en politique. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, à partir de cette proposition et du rapport Pembrault, tout le monde avait dit finalement c'est une solution sur laquelle c'est assez pratique, c'est simple, c'est pratique, c'est simple, c'est clair. Allons-y. Et donc je dis, c'était le rapport de Michel Pembrault il y a 20 ans. Allons-y. Alors, vos avis, Xavier Timbaud, sur ce qui semble l'un des trucs les plus possibles à faire passer politiquement notamment. Mais vous allez voir, c'est pas gagné. Hein. Oui, mais parce que c'est ça le cœur de l'année blanche. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc Daniel sur cette question. On a un gouvernement. Le problème n'est pas le gouvernement. Le problème est que le Parlement ne dispose pas d'une majorité et que, par contre, le Parlement a montré qu'il disposait d'une majorité qui était suffisante pour voter la censure du gouvernement. Et donc, du coup, le rapport de force habituel de la Ve République clairement, il n'est pas s'est inversé. Oui. Et que le résultat de la dissolution a été non pas de clarifier la situation, mais de la rendre pire. Et donc, de ce point de vue-là, alors c'est un jugement a posteriori, donc c'est toujours plus facile de faire des jugements a posteriori, mais de ce point de vue-là, la dissolution est un échec, parce qu'en fait, elle n'a pas redonné des possibilités politiques. Et même la seule solution à laquelle on arrive dans ce contexte, qu'on peut qualifier de solution pratique, simple et transparente, est la pire des solutions. L'année blanche, c'est la pire des solutions. La pire ? Mais pourquoi ? C'est la pire. Parce que Xavier, c'est la solution qui ne résout rien. Ah, il n'y a pas beaucoup de vista, non ? Voilà, c'est la solution qui ne pose aucune question,
Oui, ben justement. Qui n'apporte aucune réponse. Oui. Mais c'est la solution de l'urgence. Donc, non mais, je veux dire, que François Bayrou, comme Jean-Marc Daniel l'a dit, un homme âgé, aille chercher une solution qui a été écrite en 2005, ça devrait nous indiquer un peu à quel point cette solution est moderne et adaptée à la situation dans laquelle on est. Il y a un moment où on ne peut pas gouverner un pays en disant « bon, on ne sait pas quoi faire, donc on ne va rien faire ». Ah, mais il ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit après, on redistribue à l'intérieur du plafond. D'abord, c'est qu'une partie de la solution. Et ensuite, personne ne dit que c'est la solution la plus intelligente, structurée, etc. Oui. Maintenant, c'est une solution qui est simple, qui est compréhensive et qui a le mérite de dire c'est un effort partagé. C'est-à-dire que tout le monde contribue un peu. Si on a entre 1 et 1,5% d'inflation, quelque part, tout le monde perd un peu de cet ordre-là. Alors, selon que vous payez l'impôt sur le revenu, que vous touchez des prestations, que vous touchez des pensions. Est-ce que c'est la chose la plus maligne? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir un effort assez partagé de manière lisible? Oui, et je pense que c'est pas... Alors après, là, on parle de l'aspect prestations, etc. Quand on parle de l'année blanche, on peut en parler plus largement. C'est-à-dire de dire en même temps, on gèle les dépenses de l'État en valeur, on voit ce qu'on fait sur la dépense locale. Enfin, on peut aussi se dire, c'est encore plus large. Non, j'entends, mais Et bon, c'est pas la chose la plus intelligente, mais à un moment, c'est assez simple, compréhensible et efficace. Donc, ça a un effet. Ça a un effet. Je ne sais pas si on peut le reproduire plusieurs années. Le principal effet que ça a, c'est que ça revient à mettre sur la table quelque chose qui touche un peu tout le monde et qui va ouvrir un espace de négociation. Donc, mais ce qui va se passer au bout du processus parlementaire, c'est que l'année blanche, elle va reprendre un peu des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être atténuées, aménagées. On va dire, les pensions de retraite, on les gèle, mais pas pour les plus modestes. On va dire, le barème de l'impôt sur le revenu, peut-être qu'on le réévalue, parce que sinon, il y a des tas de gens qui vont devoir rentrer dans le barème et on n'a pas envie qu'ils y rentrent. Et donc, peut-être qu'on va compenser ça par une petite hausse du barème. Enfin, je veux dire, c'est un point de départ pour une négociation parlementaire dont on ne sait pas à quoi elle va conduire. Mais, encore une fois, dire, d'un côté, on accumule des rapports. Je vais prendre un exemple sur l'éducation nationale, qui nous disent rien ne va, la qualité de l'éducation se dégrade, les tests faits auprès des élèves sont de moins en moins bons, et nous dire de l'autre côté, pour régler le problème des dépenses, on va geler en valeur les dépenses d'éducation. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les dépenses de l'État. À l'intérieur des dépenses de l'État, c'est un grand tout dans lequel on peut réallouer. On dépensera plus pour la défense. Donc on dépensera moins pour autre chose. Mais on aimerait quand même avoir... On dit pas on gèle par ministère. Il y a un moment, effectivement. Et après, il y a de la marge de choix. Mais de dire, après, l'État se débrouille dans une enveloppe fermée. Enfin, moi, en tant que citoyen, j'aimerais bien avoir des prises de position un peu plus fortes sur... Ça va venir. L'éducation, la santé... voire les retraites, c'est-à-dire qu'on propose des réformes de retraite qui soient pas non mais cette année on va geler les pensions parce qu'on ne sait pas quoi faire quoi. C'est bien sûr. C'est le constat d'un échec. Oui, non, mais c'est pas animal. C'est le constat d'un échec. Que cet échec soit le résultat de la dissolution, c'est assez clair. Que cet échec soit le résultat, plus fondamentalement, de la façon dont ces dossiers ont été gérés et traités et négociés auparavant, c'est peut-être aussi assez clair. Mais on ne peut pas dire non, mais l'année blanche, c'est vrai, on aurait dû y penser, c'est quand même une solution simple et pratique. Donc, je pense que c'est la pire des choses qu'on puisse imaginer faire, en fait. C'est la pire des choses, c'est la pire des solutions à part toutes les autres, ce genre de formule-là. Juste pour réagir à ce que vient de dire Xavier, et sur le fait qu'effectivement, Dorothée a raison, l'année blanche, ça ne veut pas dire que chaque ligne budgétaire va être maintenue à ce qu'elle était l'année dernière. C'est-à-dire, ne serait-ce que parce que la charge d'intérêt va augmenter, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, qui devront être tenus. Néanmoins, par rapport à la situation actuelle, encore une fois, on a une classe politique qui est, je pense, dans le même état d'esprit que la classe italienne telle que l'a décrivée Berlusconi. Elle est, d'ailleurs, la censure, elle a marché une fois, mais je parlais d'Henri Queuille, François Bayrou a tenu jusqu'à présent plus longtemps que la durée moyenne d'un gouvernement de la 4e République. Donc il y a une espèce de volonté de laisser en place le gouvernement tel qu'il est et tel qu'il fonctionne. Après, le monde s'est rendu compte que l'instabilité paroxysmique était quand même périlleuse à vivre. Ensuite, sur la partie strictement budgétaire, ce qui s'est passé avec Michel Barnier, c'est que je pense qu'il a voulu donner un caractère trop
politique à son approche du budget, quand il a refusé les demandes d'une partie de l'opposition sur l'évolution des retraites. Mais il y avait un projet de budget qui était un projet de budget, et je reviens sur l'aspect éducation, où il était prévu de supprimer 4000 postes dans l'éducation. Ça, c'était effectivement la première copie Barnier. Première copie Barnier. Et pourquoi ? Eh bien, le texte qui arrivait de la direction du budget, parce qu'il était essentiellement issu pour toute une partie des travaux de la direction du budget. Il est toujours issu des travaux de la direction du budget. Mais là, véritablement, les travaux en première ligne de la direction du budget, il n'y avait pas eu de correction politique. La direction du budget avait dit, écoutez, on est dans une situation où, vu l'évolution démographique, on va supprimer des emplois parce qu'il n'y a plus d'élèves à mettre en regard des emplois en question. Et le nombre d'écoles qui disparaît est assez phénoménal. Je rappelle quand même qu'on va avoir cette année moins de 650 000 naissances, et donc ça commence à jouer sur le réseau d'écoles maternelles et puis sur le réseau d'écoles primaires. Et cet aspect-là, qui est un aspect objectif, sur lequel il n'y avait pas la candeur du gouvernement actuel, de François Bayrou, à dire « Ah, écoutez, oui, c'est un sujet politique, l'éducation, on ne va pas supprimer les 4000 emplois ». Je pense que l'année blanche, le côté urgence, le côté, écoutez, l'Italie est en train d'avoir une image de marque qui est une image de marque supérieure à la nôtre, fait que vis-à-vis de la classe politique dont je maintiens qu'elle ne souhaite pas assumer les véritables réformes à faire, ça permet effectivement d'avoir un budget technique sur des bases simples et claires, et qui pourrait passer beaucoup plus facilement qu'un budget négocié sur des bases politiques avec un discours démagogique. Quand j'ai vu les 4000 postes dans la copie Barnier, je savais tout de suite que le sujet allait devenir politique, allait réussir à alimenter du storytelling émotionnel, et qu'on allait se retrouver devant un écueil. Mais c'est pas là-dessus qu'il est tombé. C'est pas là-dessus qu'il est tombé. Pas sur celle-là, mais... Non, mais ce qui m'avait frappé d'ailleurs à l'époque, pour finir là-dessus, c'est qu'au moment de la conférence de presse, quand il y a un journaliste qui a posé la question, aucun ministre n'a assumé ça, et c'est la directrice du budget qui a dit, écoutez, ça correspond à tel résultat purement technique, c'est mécanique. Les 4000 emplois à question correspondent au fait qu'il n'y a plus d'élèves à mettre en regard de ces personnes dans la plupart des communes. Les trucs techniques, mécaniques, indiscutables, pragmatiques, dès qu'ils deviennent politiques, tout ce qui est technique et pragmatique disparaît chaque fois. C'est comme ça. Donc, lors du gouvernement, et j'inviterai Jean-Marc à se méfier des fausses évidences. Donc, effectivement, il y a une décroissance démographique qui libère des postes, mais je vous rappelle que l'éducation nationale manque d'enseignants pour remplacer les absences. Alors après, on pourrait dire qu'il faut qu'il y ait moins d'absences dans l'éducation nationale, mais il y a des enfants qui n'ont pas, il y a des élèves qui n'ont pas de professeurs, parce que les absences n'ont pas été remplacées. Donc, voilà, on peut pas dire. Question de moyens. Au CAPES cette année de physique et chimie, ils ont pu satisfaire que 66% des postes offerts, vu le niveau des candidats. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est un problème plus général de gestion de l'éducation nationale. C'est un petit problème de moyens, compte tenu des rémunérations qui sont offertes aussi aux gens qui présentent le CAPES et qui se disent. À juste titre à quoi bon passer un concours pour avoir une rémunération telle que celle qu'on peut espérer à l'éducation nationale. Donc ça, c'est un peu les moyens. Si on changeait le statut de la fonction publique, si on permettait d'avoir une oxygénation de la gestion des personnels, je pense qu'on aurait des gens pendant une période déterminée qui accepteraient d'être professeur de physique, à condition de ne pas être condamné à être professeur de physique, à ne pas avoir à faire une carrière permanente de professeur de physique. On a quand même 20% de contractuels dans la fonction publique, c'était pas le cas il y a 20 ans. On est très très loin. Et les gens peuvent quitter la fonction publique, ils sont pas très loin de... donc ils ne sont pas condamnés à une carrière d'enseignant de physique. Par contre, ils sont condamnés à la rémunération des enseignants de physique. On va pas ouvrir le débat de la rémunération des profs. Mais c'est pas en augmentant les crédits qu'on résoudra le problème du statut, qui fait que comme ils sont professeurs, ils ont droit à peine. Non, je veux juste vous dire, Jean-Marc, que c'est pas simplement parce qu'il y a un effet démographique qu'on peut réduire le budget de l'éducation nationale. Le problème de l'éducation nationale n'est pas de s'adapter uniquement à la question démographique. Le problème, il est bien plus profond. Il est bien plus profond, et quand on regarde que cet aspect-là, on ignore tout un tas d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes. En tout cas, le point que soulevait Jean-Marc, c'était qu'il s'agissait de réduire un peu les effectifs. Il ne s'agissait pas de faire des économies budgétaires stricto sensu. Après, une réduction d'effectifs, ça conduit à des économies. Parmi les déclarations du week-end, il y a un sujet qui avait retenu votre attention dans ce que j'ai listé, Dorothée Rouzet, c'est la déclaration du patron du MEDEF qui est revenu sur l'histoire de Chine et Temu. Et il a dit non, mais il faut absolument faire quelque chose. Il doit être le deuxième ou le troisième à s'émouvoir, lui aussi, de cette histoire. Le patron de Carrefour a dit mais 2 € par colis, c'est une blague, il faut 100% de taxes. Là, Patrick Martin demande au gouvernement d'agir même si on ne respecte pas les règles européennes en la matière. Oui, parce que je trouve à la fois c'est un sujet qui mérite vraiment un débat.
qui est un peu sous le radar, mais qui est très gros en fait. C'est-à-dire que ces petits colis, ce qu'on appelle les petits colis, c'est les petits paquets de moins de 150 € qui arrivent en franchise de douane. Il y en a en gros 775 millions qui sont arrivés en France l'année dernière. Pour donner l'image, c'est 40 avions toutes les nuits à Roissy qui arrivent pour amener ces colis. Il y en a 90% qui viennent de Chine. Et alors je ne sais plus quel pays, je crois que c'est le Danemark qui les avait contrôlés, il y en a plus de 90% qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Donc après, la manière dont certains patrons prennent le sujet, qui est un peu un enjeu de compétitivité, de concurrence, peut être discutée, parce qu'après tout, s'ils respectent nos règles et qu'ils sont plus compétitifs, pourquoi pas. Les sujets que ça pose, c'est quand même un sujet de protection du consommateur, puisqu'il y a beaucoup de non-conformité, et les douanes, en fait, face à cette avalanche de petits colis, n'ont pas les moyens de contrôler. Concrètement, comme même si vous envoyez 1000 fois le même colis, en fait, les douanes devraient contrôler colis par colis, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a un coût environnemental qui est évidemment énorme, à la fois du fait du transport et des fameux avions qui atterrissent, et du fait que c'est souvent du Chine, du Temu, des vêtements qui sont portés 3 fois et jetés après. Et puis bon, le sujet peut-être aussi d'avoir en fait des très très grosses entreprises dont tout arrive en franchise de droit de douane peut aussi poser question. Face à ça, alors il y a la réponse Trump qui est on taxe, je crois que c'est 120% au $100 par colis, qui est en gros on ne veut plus. Mais d'ailleurs ça fonctionne, ça s'est écroulé aux États-Unis. Ça c'est si on prend l'objectif, je ne veux plus que ces colis arrivent chez moi. Voilà. La version européenne, c'est on veut pouvoir mieux contrôler. Alors c'est dans le cadre des discussions de l'union douanière qui prennent du temps, ça doit arriver en 2028, c'est beaucoup trop tard par rapport au sujet, ça peut être accéléré jusqu'en 2026 en se disant si on met 2 € par colis, c'est en fait cet argent, pour que ce soit juridiquement solide, il doit servir à en gros avoir plus de moyens pour les douanes pour qu'elles puissent contrôler. Exactement. Et réduire le taux de non-conformité. Donc c'est pas le choix de dire on veut arrêter ou réduire ces flux. Je trouve que ça pose question à la fois, quand on se dit est-ce qu'on doit faire quelque chose de français, c'est pas très efficace, parce que vous mettez une grosse taxe en France, ça arrivera par ailleurs en Europe, on est sur un marché unique. Mais au niveau européen, je trouve que ça mérite un débat qui est pas forcément évident pour moi d'ailleurs, mais entre ce côté protection du consommateur qui doit être renforcé, l'impact environnemental, et de l'autre côté, la question juridique aussi, c'est-à-dire que dans le droit européen et dans le droit de l'OMC, 100 € par colis, ça marche pas. Et une question aussi de pouvoir d'achat, puisque ceux qui achètent ces colis, c'est pas ceux qui sont plus haut dans la distribution de revenus. Donc je trouve que ça mérite un débat et que c'est bien de le poser. Vous arrivez à... Non, mais c'est un très bon débat. 4,8 milliards dépensés par les Français en 2024 sur ces 2 seules enseignes de e-commerce. Vous avez une position sur ce débat ? Ah oui, pour moi, il n'y a aucun débat. Je veux dire, vous qui défendez toujours le consommateur et qui voulez la taxe carbone pour les enjeux climatiques, vous devez être parfaitement de l'avis de Dorothée. Non, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est des demandes protectionnistes traditionnelles du patronat français. Mais il faut protéger le consommateur, Jean-Marc. Mais le consommateur, il est assez grand pour savoir ce qu'il achète. Alors, il faut l'informer de savoir ce qu'il achète. Je pense qu'effectivement, après, il y a des taxes carbone à mettre sur le transport aérien. Ça, c'est une autre chose. Mais concrètement, le consommateur n'a pas besoin qu'on lui prenne la main, qu'on lui dise « Oh, tu vas acheter ça, c'est pour ton bien. » Évidemment, c'est plus cher, c'est bête, c'est idiot, mais ton bien suppose que tu perds du pouvoir d'achat. La réponse, c'est le protectionnisme n'a jamais été la solution, n'a jamais été un moyen de gérer l'économie. Alors, je rappelle quand même, la semaine dernière, je rappelais qu'on était pour l'anniversaire de Bastia. Bastia disait « J'ai eu 2 ennemis. » Frédéric Bastia, j'ai eu 2 ennemis qui sont 2 aberrations intellectuelles. Il disait Louis Blanc parce qu'il est socialiste et Auguste Mimerel parce que c'est un patron. Et alors il hésitait, il dit le problème c'est que le patron en France est protectionniste. Et donc moi j'ai aussi 2 ennemis, Louis Blanc et Auguste Mimerel, et je suis triste de constater que le patronat actuel est sur la ligne d'Auguste Mimerel et pas de on va satisfaire le consommateur, on va répondre aux attentes du consommateur, on va investir, on va faire du... Et puis il y a des sujets sur lesquels de toute façon on ne sera pas en capacité de produire des produits qui soient moins chers que les produits chinois, et bien à ce moment-là on se débrouillera pour vendre en Chine et compenser notre importation par une exportation vers les Chinois. Ce qu'il y a d'important dans ce qui s'est passé la semaine aussi, c'est que le cognac a réussi à trouver un accord avec les Chinois. Oui. Mais moi, 80% du cognac est exporté. 95. Oui. 95. Mais je suis un peu comme Dorothée, j'ai du mal à trancher. Parce que je comprends aussi les émotions, par exemple, d'agriculteurs qui vous disent, il y a des cultures que je ne peux plus faire parce qu'on m'a interdit les produits phytosanitaires qui sont pratiqués dans des autres pays où finalement ces productions continuent à exister et sont désormais importées chez nous.
je comprends ce genre de réaction. Vous avez un avis sur le petit colis à moins de 150 € en franchise de taxe? Non, mais Jean-Marc est devenu l'agent de représentation des relations publiques de chaîne et détenus en la matière. C'est pas le premier à me dire ça. Marc Fiorentino dit aussi, mais le Parti communiste chinois te paie combien pour dire ça? Je dis non, moi j'ai même pas pensé que le Parti communiste chinois pouvait vous rémunérer, Jean-Marc. J'en suis pas là. Je ne défends pas le chinois, je défends le consommateur français. On peut représenter chaîne et tenue même sans être payé. Je vous en fais le crédit. C'est le consommateur français que je défends. Mais justement, pour défendre le consommateur français, celui qui achète des jouets, le fait qu'il n'y ait pas de peinture au plomb dans les jouets, c'est un élément essentiel et important. Un importateur. Mais moi, quand j'achète des jouets pour mes enfants, j'ai pas envie d'aller regarder la liste de produits chimiques. Il y a quand même un exportateur chinois s'engage formellement, quand il exporte un jouet, à respecter les normes européennes. D'ailleurs, il met sur ses produits le petit logo conforme aux normes européennes. Oui, tout le monde le met sans contrôle. Il le met. S'il ne le mettait pas encore, s'il mettait... Bon, je vous vends des jouets qui ne sont pas conformes aux normes Laurent Vronsky, industriel, nous a dit que dans tous les pays, on met le logo CE sans aucune vérification. Mais il faut avoir 2-3 principes dans la vie quand même. Donc, ce logo, quand on le met, on s'engage à ce que ça soit conforme. On a le droit de le mettre sans avoir fait vérifier la conformité par un agent des douanes européen, mais quand on le met, on affirme quelque chose et cette chose doit être vraie. Donc il faut contrôler. Et ça, c'est une parole qui est donnée. Eh ben, quand il y a ce que vous mettez en cause là, c'est l'honnêteté je termine, Jean-Marc. Des Chinois. Jean-Marc. Les Chinois sont des menteurs. Plus de 90% les Chinois et leurs représentants, Jean-Marc, sont des menteurs. C'est contrôlé. Non mais. Eh ben oui. Bon. Eh ben oui. Bon, il n'est pas payé par les Chinois. Je ne suis pas payé par les Chinois, mais je ne suis pas non plus systématiquement anti-chinois. Le péril jaune, ça fait quand même un moment. On parle pas de péril jaune. Non, mais Jean-Marc, à partir du moment où vous ne contrôlez pas, il est légitime de la part de n'importe quel exportateur, à partir du moment où vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez plus contrôler si le logo veut dire quelque chose ou pas, il est légitime qu'effectivement, c'est votre intérêt de ne pas être conforme et de dire que vous l'êtes. Mais je suis désolé, c'est un mensonge et il n'y a aucune raison qu'on laisse ce mensonge passer. On doit avoir une tolérance zéro pour ce genre de choses. Et si ça coûte 18 € par colis, ça coûtera 18 € par colis. À qui on va les faire payer ces 18 € par colis? Aux consommateurs. Alors aux consommateurs. Très bien, on va le faire payer aux consommateurs. Mais sinon, on va le faire payer à qui? Aux contribuables? Oui, non, pas aux contribuables. Qu'on fasse payer aux consommateurs la vérification de la conformité, mais pas qu'on mette des droits de douane systématiques pour essayer de dire aux consommateurs... Est-ce que Dorothée a parlé de droits de douane? Non. L'idée, en tout cas, là, on réagissait à la réaction du patron du MEDEF qui voudrait, comme le PGD de Carrefour, qu'on aille bien au-delà des 2 € par colis, de manière à ce que ce soit vraiment dissuasif. Non, mais 2 €, c'est peut-être pas assez pour assurer la conformité. C'est une blague, 2 €. Il a raison, Alexandre Bompard. Voilà, entre 2 € et 100%. Mais on a fini. Je sais pas qu'elle est là, mais en fait, je pense qu'on doit pouvoir trouver. Il y a de la marge. À 10 €, on doit pouvoir trouver quelque chose qui, permet un contrôle. C'était Dorothée Rouzet aujourd'hui. Avec des sanctions derrière quand vous respectez pas. Jean-Marc Daniel et Xavier Timbaud. Xavier, il veut jamais qu'on arrête. Je lui dis c'est fini. Mais c'est pour faire de la pub. Oui. Pour faire de la pub de quoi? Je sais pas, Nicolas. Non, mais de la pub ensuite. Vous nous prenez notre temps de parole pour passer de la pub. Honnêtement, c'est plus intéressant ce qu'on a à dire que ce qui va être dit dans les pubs. Bon, si je fais la pub de Jean-Marc, théâtre de poche ce soir. Oui, ça c'était pas ça, mais ça c'est très important. Allez, c'est fini la fourberie des Chinois. Il y a des sujets quand même. Il y a des sujets et on verra comment tout ça va se conclure. Merci d'avoir été avec nous.